Jupiter, une planète imposante et mystérieuse, la plus grande du système solaire. Dans ce monde hostile, essentiellement constitué de gaz et balayé par des vents de 650 km/h, nous pourrions découvrir de nouveaux indices sur la formation des planètes. L'une des 4 grandes lunes du cortège de satellites joviens pourrait même apporter une réponse à la question fondamentale que se pose l'humanité. Sous cette épaisse couche de glace se cache peut-être la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Aujourd'hui, les missions spatiales sont en train de percer les mystères de Jupiter, la géante gazeuse. Au cours des 50 dernières années, les missions spatiales ont révélé l'existence de mondes que nous étions loin d'imaginer, comme les montagnes de Mars ou les lacs de méthane de Saturne. Cependant, une planète nous fascine tout particulièrement. C'est la plus grande, Jupiter. Nous devons l'essentiel de notre connaissance de Jupiter à la mission Galileo, lancée en 1989 depuis la navette spatiale Atlantis. Chaque nouvelle découverte de cette sonde a renforcé notre compréhension du système jovien et de ses lunes. À terme, ces éléments pourraient nous renseigner sur la formation du système solaire. « 11 fois plus grande que la Terre. Mais sans doute dépourvue de surface solide, Jupiter est une vaste boule de gaz et de liquide d'environ 143 000 km de diamètre. Une planète constamment soumise à des éclairs 1000 fois plus puissants que sur Terre et dotée comme Saturne d'un système d'anneaux à peine perceptible par nos télescopes. La grande tache rouge, une tempête qui génère des vents de 400 km/h. Son diamètre est le double de celui de la Terre. Un cortège de 63 lunes escorte cette planète géante. Galiléo en étudiera 4, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Chacune d'entre elles constituerait un formidable objectif pour une mission spatiale. À plus de 800 millions de kilomètres du Soleil, les scientifiques s'attendent à découvrir des satellites inertes et figés. Io, la lune la plus proche de Jupiter, est à peine plus grande que la nôtre. Mais elle est loin d'être inerte. Elle expulse de gigantesques panaches d'anhydride sulfureux à plusieurs centaines de kilomètres dans l'espace. Sa surface rouge et jaune est très atypique. Quelqu'un l'a surnommée la lune pizza. Ganymède, la plus grande des lunes joviennes, est un monde de glace d'eau recouvert de cicatrices. Europe est sans doute la lune la plus énigmatique de Jupiter. Sa surface glacée pourrait dissimuler un océan liquide. Et où il y a de l'eau, il pourrait y avoir de la vie. Une nouvelle génération de sondes s'apprête à explorer les mystères du système jovien. Juno, Europa Explorer et la sonde sous-marine Endurance. 3 missions pour un même objectif, percer les secrets de ces mondes extraterrestres. Les missions qui ont précédé Galiléo se contentaient d'observer à distance. Dans les années 70 et 80, les sondes Pioneer et Voyager nous ont donné un formidable aperçu de Jupiter et de ses lunes. Mais à défaut d'apporter des éléments de réponse, leurs observations ont surtout soulevé de nouvelles questions. Comment Jupiter s'est-elle formée? Qu'est-ce qui engendre ces puissantes tempêtes? Et pourquoi ces lunes ont-elles une activité géologique si intense? Mais avant de lever le voile sur ces mystères, les ingénieurs de la NASA doivent trouver un moyen d'atteindre Jupiter, car la sonde Galileo ne peut emporter le combustible nécessaire pour accomplir le voyage. Ils ont eu une idée remarquable. Au lieu d'aller vers Jupiter, ils se sont dirigés vers Vénus.
Afin de profiter de l'effet de fronde gravitationnelle, Galiléo utilisera l'impulsion communiquée par Vénus et la Terre pour accélérer sa vitesse et atteindre Jupiter, sa destination finale. Une fois arrivé au terme d'un voyage de 6 ans, la sonde larguera un module qui plongera dans l'atmosphère jovienne. L'appareil disposera de moins d'1 heure pour analyser son environnement avant d'être broyé par la pression extrême. Les scientifiques espèrent que Galiléo leur enverra des données extraordinaires. Mais dans un premier temps, elle doit se rendre sur place. Et 18 mois après son lancement, un terrible incident survient. La grande antenne radio refuse de se déployer. C'était une nouvelle accablante. Il fallait qu'elle se déploie. Sans l'antenne, nous étions convaincus que la sonde serait incapable d'accomplir sa mission. Sur Terre, les ingénieurs de la NASA s'activent pour résoudre le problème. Ils ont essayé de secouer le système, pensant que l'ouverture était grippée. La démarche consistait à balloter la sonde pour déclencher l'ouverture. À ce stade, le seul moyen d'éviter l'échec de la mission est d'utiliser l'antenne secondaire de navigation pour acheminer les informations vers la Terre. Le problème, c'est que cette antenne à faible débit transmet les données 10 000 fois moins vite. Les scientifiques ne recevront donc qu'une fraction des éléments recueillis par la sonde. Tandis que la sonde est sur le point d'achever son long voyage, sa trajectoire coïncide avec celle d'une imposante comète qui se dirige droit sur Jupiter. Galiléo est aux premières loges pour observer le phénomène. Elle pourrait récolter des éléments déterminants sur la manière dont la planète s'est formée. Avant cette mission, les scientifiques étaient convaincus que Jupiter était composé d'éléments issus de la nébuleuse originelle qui a donné naissance au Soleil. Si tel est le cas, la composition chimique du Soleil et de Jupiter devrait être similaire. L'impact de la comète va éjecter des éléments chimiques provenant du sous-sol de la planète géante. L'étude de ces substances va permettre aux scientifiques d'éprouver la valeur de leur théorie. Mais ce qu'ils sont sur le point de découvrir va dépasser leurs espérances. Je n'arrivais pas à croire qu'on allait assister à une collision entre 2 corps célestes du système solaire. Nous étions aux premières loges pour assister à cet événement unique. La planète est baptisée Shoemaker-Levy 9, ou SL9. David Levy appartient à l'équipe qui l'a découverte. C'était la première fois, depuis l'apparition de l'humanité, que nous allions assister à la collision d'une comète sur une planète. Nous ne savions absolument pas à quoi nous attendre. Le jour J, les télescopes du globe et de l'espace se braquent sur le même point dans le ciel. Tandis que la comète se rapproche, elle se désintègre au contact de la gravité de Jupiter. Ce sont une vingtaine de fragments qui s'apprêtent à percuter la planète, certains atteignant plus d'1 kilomètre de large. Les astronomes du monde entier sont sur le point d'assister à un phénomène extraordinaire. L'un après l'autre, les fragments s'écrasent sur Jupiter. L'impact le plus violent dégage une énergie équivalente à 300 millions de bombes atomiques. Une boule de feu s'élève à plus de 3000 km au-dessus de l'atmosphère jovienne. Chaque collision génère son propre nuage d'impact. Les taches sombres qui apparaissent dans l'hémisphère sud de la planète sont des ecchymoses de la taille de la Terre. La première chose que nous avons vue, c'était les panaches de poussière ou de gaz observés par Galiléo ou par le télescope spatial Hubble. Et dans un second temps, nous avons découvert ces gros nuages d'impact dans l'hémisphère sud de Jupiter. Mais la véritable surprise ne provient pas des nuages, mais de l'onde de choc que les impacts génèrent à travers la haute atmosphère. Il n'y a qu'une seule explication à ce phénomène, et pour les astronomes, c'est une révélation. En s'écrasant sur Jupiter, la comète Shoemaker-Levy 9 a provoqué un effet comparable à celui d'un caillou tombant dans une mare. L'impact a généré des ondes, et la vitesse à laquelle ces ondes se propagent dépend de la quantité d'eau présente dans l'atmosphère. Cette vitesse était supérieure à celle que nous avions prévue, ce qui impliquait que nous avions sous-estimé la quantité d'eau présente dans l'atmosphère.
Ici, on distingue bien l'ondulation liée à l'impact. Dans le cas de la comète, la vitesse de propagation de l'ondulation nous a renseigné sur la quantité d'eau présente dans l'atmosphère jovienne. Cette découverte sidère les scientifiques, car elle implique que Jupiter et le Soleil ne sont pas constitués des mêmes éléments. Elle remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur la formation de Jupiter. Une nouvelle théorie doit être élaborée. Dans 17 mois, Galiléo aura rejoint la planète géante et pourra analyser sa composition chimique. D'ici là, les scientifiques devront patienter. Un an après l'impact de la comète SL9 sur Jupiter, la sonde Galiléo entame son approche finale. L'enjeu est de taille, car les scientifiques estiment désormais que Jupiter pourrait comporter 10 fois plus d'eau que prévu. Si leurs estimations s'avèrent exactes, elles risquent de bouleverser nos connaissances sur la formation de cette planète mystérieuse. La première tâche de Galiléo consiste à analyser la composition chimique de l'atmosphère jovienne et la quantité d'eau qu'elle contient. Pour cela, la sonde largue un module à travers les nuages de Jupiter. Au cours de sa chute, le dispositif doit mesurer la vitesse des vents et relever les écarts de température. Ces données devraient permettre d'expliquer pourquoi les conditions climatiques sur Jupiter sont aussi rudes et si la géante gazeuse est un cousin éloigné du Soleil. Depuis le centre de contrôle, le module d'exploration est activé. Sa mission consiste à plonger dans l'atmosphère de Jupiter. Après avoir largué le module, la sonde est reprogrammée afin de décrire une nouvelle orbite autour de la planète. Les images qu'elle transmet sont 1000 fois plus détaillées que toutes celles qui ont été prises auparavant. Mais 2 mois plus tard, un nouvel incident se produit. L'enregistreur de données servant à stocker les informations s'enraye. Les ingénieurs ont découvert que lorsque l'enregistreur fonctionnait en accéléré, la bande chauffait et devenait collante. Nous avons donc reprogrammé la mission afin que l'enregistreur ne fonctionne que partiellement et au ralenti. Ce dysfonctionnement, ajouté à celui de l'antenne, a sérieusement limité la capacité de transmission des données vers la Terre. Cette défaillance de l'enregistreur est un coup dur. 5 mois se sont écoulés depuis que Galiléo a largué son module. Ce dernier va bientôt atteindre Jupiter pour analyser la couche de vapeur d'eau et les éléments chimiques qui composent son atmosphère. L'impact de la comète SL9 a soulevé des questions fondamentales sur la formation de Jupiter et des planètes. Ce petit module va-t-il fournir des réponses aux scientifiques? Si tout se déroule comme prévu, il doit pénétrer dans l'atmosphère selon un angle précis. Si sa trajectoire est trop verticale, il se consumera. Si elle est trop proche de l'horizontale, il ricochera comme une pierre sur l'eau. Tout était calculé pour qu'il se présente selon l'angle idéal. Son bouclier thermique était conçu pour le protéger de la chaleur. C'était un moment critique de la mission. Après 2 minutes de freinage aérodynamique, le module atteint la vitesse du son. Le parachute de queue se déploie. Puis c'est le silence radio. Il y a un laps de temps pendant lequel on ne peut pas recevoir de signal radio, à cause de la chaleur intense qui règne au moment où le module pénètre dans l'atmosphère. Tandis que le module s'enfonce lentement à travers les 200 km de l'atmosphère de Jupiter, les données qu'il enregistre sont relayées vers la Terre via la sonde Galiléo. L'appareil de mesure tente d'analyser les composants de Jupiter. Y a-t-il des traces de soufre? Quels sont les gaz rares? Néon, argon, krypton? Quelle est la proportion d'eau? Tandis que le module plonge dans l'atmosphère jovienne, les scientifiques sont convaincus qu'ils vont trouver les traces de vapeur d'eau révélées par l'impact de la comète, des indices essentiels pour expliquer la formation de la planète. À l'époque, lors d'une réunion scientifique, j'avais même parié $10 avec les gens présents dans le public que le module découvrirait la présence d'eau en proportion significative. Mais à défaut d'eau, le module rencontre essentiellement des gaz vaporeux. Il traverse un courant d'air descendant, un point chaud où la couverture nuageuse est très faible. Mais alors, où est la vapeur d'eau que l'on pensait trouver?
Jupiter semble être composé de régions arides et humides, de quoi déconcerter les scientifiques. Ils ont découvert que Jupiter était soumis à de longs cycles climatiques qui se manifestaient par la migration de taches auxquelles ils n'avaient pas réellement prêté attention. L'équipe de la mission Galileo retient son souffle. Le module continue sa progression, mais il ne détecte presque aucune trace d'eau. Pourtant, les données qu'il enregistre au cours de ces 57 minutes de descente sont sur le point de révolutionner notre compréhension de la formation du système solaire. Le module détecte d'importantes proportions d'éléments lourds comme l'argon, le krypton, le carbone et l'azote. Les niveaux enregistrés sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux que l'on trouve dans le Soleil. Ces éléments se condensent uniquement à de très basses températures, bien inférieures à celles que l'on trouve actuellement sur Jupiter. Nous avons découvert que l'atmosphère de Jupiter comportait des éléments chimiques issus de matières extrêmement froides provenant du système solaire externe. Pour les astronomes, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. La présence de ces éléments signifie que Jupiter et le Soleil se sont formés différemment. Ce petit module a démontré que tout ce que nous pensions savoir sur la formation des planètes était faux. Nous ne comprenions pas comment les planètes se formaient et nous ne comprenions pas le système solaire primitif. Les découvertes du module de Galiléo bouleversent la communauté scientifique. La planète géante a-t-elle pu se former aux confins du système solaire, là où la température est plus froide, avant de migrer vers sa position actuelle? À moins que la présence d'eau et d'éléments lourds ne proviennent du bombardement des comètes et des astéroïdes. Au bout de 58 minutes, et avant d'apporter des éléments de réponse, le module se consume dans l'atmosphère jovienne. Sa mission a donné aux scientifiques un formidable aperçu de l'atmosphère de Jupiter et d'importants indices sur sa formation. Mais la grande question reste sans réponse. En 2011, la mission Juno tentera d'élucider le mystère. La sonde volera plus près de Jupiter et recueillera davantage de données que toutes les missions précédentes. Juno se consacrera à l'étude des ingrédients qui constituent Jupiter. À partir de ces données, nous pourrons déduire la recette exacte de la formation des planètes. Le module ayant achevé sa mission, le moment est venu pour la sonde Galileo, qui croise à 210 000 km au-dessus de Jupiter, d'étudier un autre mystère de longue date, le climat de la planète. Comment des ouragans 2 fois plus grands que la Terre peuvent-ils atteindre de telles proportions et durer 300 ans? Le climat jovien se caractérise par un maelstrom de nuages tourbillonnants, par des orages électriques et des vortex aux allures d'ouragan. Pour l'équipe de la mission Galileo, c'est un mystère. Sur Terre, de telles conditions climatiques résultent de la chaleur émise par le Soleil. Mais Jupiter se trouve à 800 millions de kilomètres de notre étoile. Il doit donc y avoir une autre force à l'œuvre. La grande tache rouge est le phénomène climatique le plus connu de Jupiter. Un ouragan dont les nuages se forment dans une soupe chimique à basse altitude et émergent à quelques 8 km au-dessus de l'atmosphère. Sa couleur rouge est due aux composants chimiques qui sont piégés au centre du système dépressionnaire et qui ont été littéralement cuits par la lumière ultraviolette. Les astronomes observent la grande tache rouge depuis plus de 300 ans. Sur Terre, les tempêtes les plus longues ne durent pas plus de 2 semaines. Alors, comment la plus grande tempête du système solaire se procure-t-elle l'énergie nécessaire pour durer pendant des siècles? Selon les scientifiques, les phénomènes de moindre envergure pourraient nous livrer la réponse. Afin d'élucider le mystère, ils ont prévu de filmer la grande tache rouge ainsi que d'autres tempêtes de plus petite taille. L'équipe de la mission Galileo espère que la maîtrise des mécanismes qui régissent ces systèmes dépressionnaires leur permettra d'identifier la source de leur formation. Mais la perte de l'antenne Haut-Gain écarte définitivement cette solution. L'équipe du centre de contrôle doit envisager une nouvelle approche.
Au lieu de filmer en continu, nous avons fractionné l'enregistrement en 3 étapes. Nous observions la grande tache rouge pendant quelques heures, puis nous reprenions l'enregistrement quelques heures plus tard. C'est donc un montage fractionné. La sonde se dirige vers une zone turbulente maculée de petites taches blanchâtres qui s'apparentent à des courants de convection ou masses d'air ascendantes. S'il s'agit de tempêtes, les scientifiques devront en rapporter la preuve en localisant un autre phénomène extraordinaire de la planète géante. Des éclairs, 1000 fois plus puissants que ceux qui déchirent l'atmosphère terrestre. Mais ils ne sont visibles que la nuit. Jupiter est 11 fois plus grande que la Terre. Sur ce globe, on distingue quelques petites taches d'un blanc soutenu. Lorsque nous avons pu contourner la planète pour contempler sa face obscure, les éclairs étaient circonscrits à l'intérieur des taches blanches, ce qui nous a permis de localiser l'emplacement des tempêtes. Une fois les tempêtes localisées, l'étape suivante consiste à déterminer si ces petites taches blanches peuvent accroître leur dimension. Galiléo se trouve être au bon endroit au bon moment. 3 taches en forme d'ellipse se sont formées dans les années 1930. 60 ans plus tard, 2 d'entre elles ont subitement fusionné. Galiléo observe la fusion des 2 ellipses qui forment désormais une puissante tempête aux dimensions accrues. 2 ans plus tard, la 3e ellipse fusionne à son tour pour former un vaste système cyclonique le long d'une bande située sous la grande tache rouge. Et progressivement, l'ellipse a viré au rouge pour ressembler à la grande tache rouge, quoique plus petite. L'observation de la naissance de cette petite tempête pourrait permettre d'identifier la source d'énergie mystérieuse qui alimente ces systèmes dépressionnaires. Les tempêtes joviennes sont cannibales. Les plus grandes engloutissent les plus petites. C'est ce phénomène qui a engendré la grande tache rouge. C'est le principe de la chaîne alimentaire. Les gros poissons mangent les petits poissons qui mangent eux-mêmes de plus petits poissons. Sur Jupiter, les petites tempêtes sont les premières à emmagasiner de l'énergie. Les observations ont permis d'identifier la source de toute cette énergie. Mais cela n'explique pas pourquoi ces puissantes tempêtes durent si longtemps. Sur Jupiter, les conditions climatiques sont si turbulentes que les tempêtes devraient se désintégrer. Sur la Terre, les tornades sont des phénomènes éphémères, mais sur Jupiter, les vortex durent des années. La rotation de cette géante gazeuse est la plus rapide de toutes les planètes du système solaire. Elle tourne 22 fois plus vite que la Terre. Selon le professeur Jonathan Hornew, cette vitesse de rotation explique la stabilité des tempêtes de Jupiter. Dans les systèmes dont la rotation est rapide, les vortex peuvent durer longtemps. C'est assez surprenant car on pourrait s'attendre à ce qu'ils se déchiquettent, mais ça n'est jamais le cas. Ces missions nous ont enseigné qu'ils étaient homogènes et très stables. Lorsqu'on fait tourner 2 solutions colorées dans un récipient rempli d'eau, on obtient un résultat fascinant. On pourrait s'attendre à ce que les couleurs se mélangent n'importe comment. Mais en réalité, la rotation engendre 2 grands vortex, homogènes et durables. Ainsi, dans les systèmes fluides en rotation, lorsqu'on cherche à mélanger des solutions colorées contiguës, sans interférer dans la formation des structures, on obtient des formes à grande échelle similaires à la grande tache rouge. Galiléo nous a permis de comprendre comment certaines tempêtes se renforcent et perdurent. Mais les scientifiques restent intrigués par les bandes parallèles rouges, blanches et brunes de Jupiter. On supposait que ces différentes couleurs correspondaient à des gaz ascendants et descendants. Mais les observations de la sonde semblent invalider cette hypothèse. Bien que l'atmosphère de la planète géante s'étire sur plusieurs centaines de kilomètres, on ne distingue que sa couche superficielle. Cette région de la haute atmosphère est traversée par des vents violents qui soufflent dans des directions opposées, provoquant ces glissements d'enchevêtrement multicolores autour de la surface. Les bandes colorées sont associées à des courants verticaux.
Certaines représentent des courants ascendants, d'autres des courants descendants. Et il est probable que les courants ascendants et descendants se produisent à différentes altitudes au cœur de ces bandes. Pour en être sûr, les scientifiques devront attendre 2011, lorsque la sonde Juno scrutera à travers la couche supérieure de l'atmosphère jovienne pour observer la rotation de la planète. Juno décrira 32 orbites de 11 jours autour de Jupiter. Les orbites passeront au-dessus des pôles en changeant de longitude à chaque survol, afin de scanner une nouvelle portion de la planète. Pour la première fois, Juno va cartographier la totalité de l'atmosphère jovienne jusqu'à une profondeur de 560 km. La mission permettra peut-être de percer les mystères du système climatique de la géante gazeuse. Les scientifiques savent désormais que la vitesse de rotation de la planète entretient les longues tempêtes joviennes. Mais cette rotation est également à l'origine de la force la plus puissante de Jupiter, son champ magnétique. Le rapprochement de ce système avec celui de la Terre nous fournit de précieux renseignements et nous permet également de mieux comprendre ce qui se passe sur notre propre planète. Le champ magnétique terrestre est produit par les déplacements du fer en fusion dans le noyau. Jupiter est composé de gaz, mais la couche d'hydrogène qui entoure son noyau est si dense qu'elle se comporte comme un métal liquide. Le champ magnétique provient du cœur de la planète, où la pression est si intense que l'hydrogène est devenu métallique. Il se comporte exactement comme un métal liquide qui se déplace en créant des courants qui engendrent le champ magnétique qui entoure la planète. Dans le noyau de Jupiter, les mouvements de l'hydrogène métallique liquide créent un puissant champ magnétique. Cette magnétosphère elliptique qui s'étend au-delà de Saturne renferme des gaz et des particules chargées. C'est un champ gigantesque, 50 à 100 fois plus grand que Jupiter, et dont la queue, sous l'effet du vent solaire, s'étire jusqu'à l'orbite de Saturne. Le champ magnétique de Jupiter est le plus grand objet du système solaire. Vu de la Terre, s'il rayonnait dans la longueur d'onde visible, il apparaîtrait plus gros que notre Lune. Sa puissance dévie le flux constant de soufre émis par les grands volcans d'Io, sa lune la plus proche. Ces éjectats de matière s'engouffrent au pôle, créant le fabuleux spectacle des aurores magnétiques. À l'instar de la Terre, Jupiter connaît des aurores polaires. Au cours de sa mission, la sonde Juno analysera les particules chargées et les champs magnétiques qui engendrent ces lumières. On s'engouffrera sous les ceintures de radiation pour ressurgir de l'autre côté et on volera à travers les particules chargées qui bombardent et illuminent l'atmosphère jovienne et engendrent les aurores boréales. Les scientifiques espèrent que l'étude de Jupiter nous permettra de mieux comprendre les processus dynamiques qui génèrent le champ magnétique terrestre. Mais le système jovien recèle bien d'autres mystères, car loin d'être inertes, ces lunes sont des mondes en activité qui pourraient bien détenir la réponse à la grande question fondamentale: la vie existe-t-elle ailleurs ? Avec son cortège de 63 lunes, le système jovien est gigantesque. Certaines d'entre elles ont une taille suffisante pour prétendre au statut de planète. Mais elles constituent une véritable énigme, car en principe, les petits corps planétaires se refroidissent rapidement. Alors pourquoi l'activité géologique de ces lunes est-elle encore si intense ? La réponse pourrait bien nous renseigner sur l'existence possible de la vie sur d'autres mondes. Les 4 lunes les plus imposantes sont Ganymède, Callisto, Io et Europe. Toutes sont très différentes et renferment d'incroyables surprises. Chaque fois que Ganymède effectue une révolution complète, Europe en accomplit 2 et Io 4. Ce merveilleux ballet cosmique n'est pas le fruit du hasard. Pour les astronomes, les lunes de Jupiter n'étaient que des astres froids et inertes composés de roches et de glace.
Galiléo découvre des mondes actifs et dynamiques. Première étape, Ganymède. C'est la plus grande lune du système solaire. Si elle tournait en orbite autour du Soleil, les astronomes l'élèveraient au rang de planète. Sur ces images de la NASA, on distingue des montagnes, des vallées, des cratères et des coulées de lave gelée. Dès les premières observations, les scientifiques découvrent un fait extraordinaire. Le magnétomètre de Galiléo enregistre des données inattendues. La présence d'un champ magnétique sautait aux yeux. J'étais sidérée, je n'arrivais pas à y croire. Ganymède est la seule lune du système solaire à disposer de son propre champ magnétique. Mais c'est une énigme. Cette lune devrait être un corps gelé. Si elle dispose d'un champ magnétique, elle doit avoir un noyau en fusion. Cette découverte inattendue ne fait qu'épaissir le mystère qui enveloppe la formation des planètes. Un événement catastrophique a dû se produire dans le passé de Ganymède qui aura contribué à son réchauffement. Galiléo nous a montré que Ganymède était un monde fascinant, qui avait connu une histoire complexe, un monde à part entière. Mais en plus de son champ magnétique ordinaire, Galiléo en détecte un second, variable celui-là. Cela nous indique que Ganymède renferme probablement un océan liquide. Les scientifiques soupçonnent cet océan d'être enfoui profondément sous la croûte rocheuse de la Lune. L'équipe aimerait en savoir plus, mais l'orbite de Galiléo s'éloigne de Ganymède. Qu'à cela ne tienne, d'autres surprises sont à venir. La sonde explore ensuite la lune la plus éloignée de Jupiter, Callisto. Un monde de roches et de glace, avec ses propres mystères. C'est le paysage le plus crevassé du système solaire. Sa surface est criblée d'impacts de météorites. Certains cratères aux contours étrangement clairs intriguent les scientifiques. La matière sombre qui les recouvrait semble avoir glissé, laissant apparaître un relief plus clair. Un tel phénomène n'a jamais été observé sur Terre. De quoi peut bien être constituée cette matière qui s'affaisse et quel est le processus en action? L'observation minutieuse de ce corps céleste s'est avérée bien plus intéressante que nous l'imaginions. Bien que la température en surface avoisine les moins 173 degrés Celsius, les données relevées par Galiléo suggèrent que Callisto, comme Ganymède, n'est pas un astre gelé. La sonde détecte un faible champ magnétique, ce qui laisserait supposer que cette lune disposerait elle aussi d'un océan sous sa surface. Mais les données sont déroutantes. Certaines mesures de la sonde indiquent qu'à partir de 200 km de profondeur, Callisto serait constitué d'un mélange de roches, de métal et de glace jusqu'à son noyau. C'est un autre mystère. Selon la théorie standard, les lunes se réchauffent lorsque la matière dont elles sont constituées commence à s'agréger. Par la suite, la chaleur engendrée sépare la roche de la glace. Mais pour une raison étrange, cela ne s'est pas produit sur Callisto. Cela impliquerait que le satellite ne s'est jamais réchauffé. Comment une lune aussi grosse peut-elle se constituer sans réchauffement? Callisto demeure une énigme. Comme tant d'éléments du système jovien, Callisto soulève davantage de questions qu'elle n'en résout. Nous ignorons ce qui se passe au cœur de cette lune. Nous ne savons même pas de quoi sa surface est constituée. L'histoire de la prochaine lune de Jupiter est tout aussi étrange. Io est sensiblement de la même taille que notre lune. Des 4 grands satellites joviens, Io est le plus proche de Jupiter. C'est aussi le corps céleste où l'activité volcanique est la plus intense du système solaire. Certains de ces volcans ont un diamètre de 200 km. Si nous pouvions survoler le paysage d'Io, nous verrions de gigantesques panaches de fumée s'élevant à des centaines de kilomètres de hauteur, de vastes coulées et des lacs de lave en ébullition. Les couleurs de la surface d'Io rappellent étrangement celles d'une pizza au pepperoni.
La surface d'Io est constamment remodelée par ces volcans. Les images prises par Galiléo n'ont rien à voir avec celles que la sonde Voyager a transmises 20 ans auparavant. Comment le paysage peut-il changer si radicalement en si peu de temps? De gigantesques cratères se forment, puis disparaissent. Un phénomène qui semble lié aux gigantesques panaches de gaz riches en soufre qui sont éjectés à plus de 300 km au-dessus de la surface. Nous en avons conclu que ces colonnes de fumée déposaient de fines substances à la surface qui lissaient le relief des cratères au fil du temps. Mais comme pour les autres lunes joviennes, un mystère subsiste. Cette activité volcanique intense requiert une énorme quantité de chaleur. Alors d'où vient-elle? Située à 800 millions de kilomètres du Soleil, Io devrait être un astre gelé. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Est-ce le fait de la gravité? Le champ gravitationnel de Jupiter maintient Io en orbite. Mais au cours de sa révolution, le satellite est soumis à l'attirance gravitationnelle conjuguée des autres lunes. Ces conflits de force déforment l'astre. C'est cette déformation qui engendre la chaleur. Tandis qu'elles orbitent autour de la planète, les grandes lunes de Jupiter sont soumises à des forces gravitationnelles qui les déforment, générant des frictions et de la chaleur. Dans le cas d'Io, ces frictions font fondre la roche interne qui alimente ces volcans. Ces forces provoquent des effets de marée sur Io, exactement comme la Lune engendre des effets de marée sur les océans de la Terre. Mais dans le cas d'Io, la surface du sol s'élève d'une centaine de mètres. Imaginez que la croûte terrestre se soulève d'une centaine de mètres, ici, à Los Angeles. La découverte est stupéfiante. Les forces qui façonnent ce monde sont d'une telle violence qu'elles le déforment comme de la pâte à modeler. Pourtant, Io n'est peut-être pas la plus étrange des lunes joviennes. Galiléo se dirige à présent vers Europe. La surface de cet astre est recouverte d'étranges formes géologiques et de lignes parallèles. Un monde de glace qui renferme un formidable secret. Ce satellite pourrait-il abriter les ingrédients nécessaires à la vie? Les images de cette lune jovienne prises par les missions précédentes nous font découvrir un astre aux teintes rosées. Mais sur les clichés pris par la sonde Galiléo, l'équipe de la NASA découvre moins de cratères que prévu. Pour une raison inconnue, leurs contours s'estompent après leur formation. Parce que la surface d'Europe est constituée de glace, les scientifiques sont convaincus que de l'eau pourrait jaillir du sous-sol. Intrigués par ce phénomène, ils décident de prolonger l'exploration de l'astre. La mission initiale ne prévoyait que 3 survols d'Europe. Mais les indices étaient si troublants que le plan de vol a été modifié afin de prolonger l'étude de cette lune. Galiléo commence par photographier le satellite en détail. Le but est de déterminer le niveau d'activité en surface. L'érosion des cratères d'impact résulte-t-elle d'un processus rapide ou au contraire extrêmement lent? Selon les premières estimations, il s'étendrait sur plusieurs milliards d'années. Je les écoutais revoir l'âge de la surface d'Europe à la baisse. Ils l'ont d'abord évalué à quelques milliards d'années, puis à quelques centaines de milliers d'années. Et après le 3e survol, il était question que la surface soit encore en activité. L'analyse d'Europe par Galiléo révèle un autre mystère. Au cours de son orbite autour de Jupiter, le champ magnétique de cette lune s'inverse. La sonde détecte un champ magnétique induit dans celui de Jupiter, traduisant la présence d'un conducteur électrique dans les couches géologiques du satellite. La conclusion qui s'impose surprend les membres de l'équipe. La signature des données nous a permis de déduire qu'elles étaient produites par un océan global, situé sous la couche de glace. Les scientifiques sont convaincus qu'Europe dispose d'un vaste océan. Enfoui à 160 km sous la surface,
Il s'étend tout autour de l'astre, ce qui en fait la plus grande étendue d'eau liquide du système solaire. Si cette hypothèse s'avère exacte, elle soulève un problème fondamental. À la surface d'Europe, la température peut descendre jusqu'à moins 128 degrés Celsius. Alors pourquoi ce vaste océan, si éloigné du Soleil, ne gèle-t-il pas? Selon les astronomes, le processus en œuvre serait le même que celui qui engendre l'activité volcanique sur Io. Lorsque la gravité de Jupiter étire et comprime les lunes, elle produit de la chaleur. C'est cette chaleur qui maintient la surface en activité permanente. Une hypothèse qui pourrait également expliquer certains traits caractéristiques d'Europe. Les images de Galiléo ont montré que la surface d'Europe est parcourue de fissures et de crevasses étranges qui s'entrecroisent sur des centaines de kilomètres. Elles fonctionnent en binôme, c'est-à-dire deux fissures parallèles qui encadrent une crevasse. Ce sont des caractéristiques insolites que l'on n'observe nulle part sur la Terre. Dans un premier temps, ce réseau de fissures déconcerte les scientifiques, mais ils ne tardent pas à trouver une explication. Robert Pappalardo du laboratoire de propulsion spatiale de la NASA reconstitue le processus à l'aide de plaques de glace. La gravité de Jupiter déforme la surface d'Europe, qui se bombe et craquelle, laissant apparaître des craquelures à travers la glace. La force de marée entraîne la friction des couches de glace le long des fissures. Ce phénomène de va-et-vient peut engendrer de la chaleur d'un côté ou de l'autre des blocs en contact et faire émerger ces fissures étranges qui dessinent les sillons que l'on distingue à travers la toundra d'Europe. Galiléo révèle un monde en perpétuel mouvement, preuve qu'une source de chaleur se cache sous la glace. Les épanchements de matière en surface trahissent peut-être la présence de volcans de glace ou de geysers. Des taches brunes apparaissent à l'endroit des fissures, qui pourraient être des dépôts de sulfate de magnésium provenant de la couche sous-glaciaire. À la surface d'Europe, on distingue des fosses, des taches et des dômes qui pourraient provenir des remontées de blocs de glace chaude à travers la croûte. La chaleur du cœur d'Europe pourrait même alimenter des cheminées hydrothermales dans l'océan. Sur la Terre, la vie foisonne autour de ces sources de chaleur sous-marine. Les données recueillies par Galiléo suggèrent même l'existence de gaz carbonique gelé sur la surface d'Europe, qui pourrait remonter depuis l'océan sous-glaciaire. Si tel est le cas, il s'agit d'une découverte fondamentale, car le CO2 est essentiel à la vie. Cela implique-t-il qu'il y a de la vie sur Europe? Je fais partie des scientifiques qui considèrent qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de la vie là où il y a de l'eau et des matières propres à son développement. Et sur Europe, ces deux facteurs sont réunis. Si nos recherches nous permettaient de trouver des signes de vie dans l'océan d'Europe, nous pourrions peut-être déterminer si nous sommes seuls dans l'univers ou si la vie existe partout. La recherche de l'existence de la vie extraterrestre est une quête irrésistible. Les scientifiques brûlent d'impatience de retourner sur Europe. D'ici la fin de la prochaine décennie, ils espèrent lancer une mission sans précédent qui orbitera autour de la Lune jovienne. La mission Europa Explorer sera le premier pas d'une longue marche destinée à déterminer s'il existe une vie extraterrestre. La sonde étudiera la structure de la croûte glacée du satellite de Jupiter, mais elle cherchera également des emplacements à partir desquels nous pourrions un jour accéder à l'océan sous-glaciaire. L'outil principal de cette sonde d'exploration est un radar qui permettra de cartographier Europa en 3D afin que les scientifiques puissent déterminer l'épaisseur exacte de la croûte de glace. Nous pourrons déterminer à quelle distance l'océan se trouve de la surface, s'il englobe toute la Lune, sa profondeur et la taille de la couche océanique. Lorsque les scientifiques connaîtront l'épaisseur de la couche de glace, l'étape suivante consistera à trouver le moyen d'y accéder. Ce sera l'objet d'une toute autre mission, celle d'une sonde qui ne se contentera pas de tourner en orbite, mais qui se posera sur Europe et explorera son océan sous-glaciaire. Endurance est déjà à l'entraînement en Antarctique.
Il s'agit d'un robot sous-marin, le premier d'une nouvelle génération de sondes capables d'opérer sous la glace. L'objectif des ingénieurs est de concevoir un véhicule autonome susceptible de prendre ses propres décisions. Un jour peut-être, un de ces modules partira explorer les fonds d'Europe à la recherche d'une forme de vie. Mais d'abord, il devra se frayer un passage sous la glace. Il faut une grande quantité d'énergie pour fondre la glace. Le mot effraie nombre de gens, mais nous aurons besoin d'une sorte de système nucléaire pour creuser à travers la croûte glacée. Le forage pourrait prendre des semaines, voire des mois. Nous pourrions imaginer un vaisseau qui se poserait en faisant fondre la glace jusqu'à l'océan avant d'explorer son milieu. La découverte de la vie dans un autre monde serait un fait sans précédent. Si la vie existe dans les océans d'Europe, cela voudra dire qu'elle existe vraisemblablement partout où il y a un environnement riche en eau. Ce serait une découverte stupéfiante. Jupiter et ses lunes ont déjà transformé la manière dont nous envisageons notre place dans le système solaire. Désormais, les prochaines missions à destination d'Europe pourraient bien nous révéler que la vie sur Terre n'est pas un phénomène unique. Et si la vie existe sur deux astres, pourquoi n'existerait-elle pas dans d'autres mondes? Le système jovien pourrait même nous apprendre qu'au-delà de la vie, une intelligence brille aussi quelque part parmi les étoiles.